Bonjour à tous et bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la Bentley Continental GT Cru 2018 de nos rêves. À l'échelle du 8ème, c'est une miniature que je trouve magnifique. Oui, peut-être parce qu'elle est verte. Enfin, il y a plein de trucs à en dire, donc comme d'habitude, on la découvre un peu en musique. On en parle juste après. Go! Hello, bah elle est bien jolie cette bagnole. Bon, je vous le disais en introduction, la Bentley Continental GT, c'est une voiture assez incroyable. Déjà, dans Continental GT, il y a GT. GT, c'est l'acronyme de GT, qui signifie Grand Tourisme. Grand Tourisme, en fait, quand on parle d'automobile, ça désigne en fait des voitures, on va dire, qui mixent parfaitement la sportivité, ou plutôt le dynamisme, mais également le confort. Et donc, quel meilleur modèle qu'une Bentley Continental GT pour illustrer ça ? C'est vraiment la voiture, la force tranquille, c'est-à-dire une voiture capable d'aller sur autoroute à très haute vitesse, pas en France bien sûr, tout en offrant un confort remarquable. Et là, la Bentley Continental GT, en fait, elle est produite depuis 2003, donc c'est pas tout jeune, et ici on a la seconde génération. La première, qui a été commercialisée de 2003-2018, elle a eu 2 restylages successifs, et elle a également été déclinée en plusieurs versions. Il y avait la GT, qui est le coupé, dont on a l'héritière ici, la GTC, qui est une GT cabriolet, et la Flying Spur, qui, malgré mon accent pourri, est en fait la version berline, on va plutôt dire la version routière, voire même petite limousine. Bref, vous l'aurez compris, la Bentley Continental GT, c'est une petite famille, mais une petite famille assez remarquable, notamment par son confort, son positionnement, et également le fait qu'on est clairement dans de la voiture de luxe. Bref, la partie historique c'est bon, on passe maintenant à la version de 2017 ou 2018. La Bentley Continental GT, elle avait besoin d'évoluer parce qu'elle a été commercialisée pendant 14 ans. Et si j'arrive à arrêter le plateau pile poil devant, ouais, parfait. On peut déjà remarquer que les évolutions ne sont pas très marquantes. En fait, Bentley a cherché tout simplement à se la jouer conservateur. Pourquoi ? Parce que les personnes qui achètent une Bentley ou une Rolls-Royce ou une Maybach, c'est vraiment un public qui va chercher des voitures d'exception, qui va pas forcément chercher à avoir le dernier design, avoir une calandre démesurée, même si celle-là est quand même assez grande. Ils vont chercher avant tout une image de marque, mais également un certain niveau de prestige. Donc, autant dire que c'est pas un public qui aime vraiment être bousculé, donc on reste vraiment sur des codes similaires aux opus précédents. Donc, à l'avant, on est vraiment sur la même construction. Auparavant, la Bentley Continental GT, elle avait des optiques de taille à peu près similaire, du moins sur la phase 1. Cette fois, on est vraiment sur une différenciation, c'est-à-dire que les optiques principales ont une taille classique, et que les optiques secondaires ont une taille plus petite qui se prolonge en fait dans le flanc de la carrosserie. C'est super élégant. On a également une grande grille de calandre, et un pare-choc qui est ajouré. Là pour l'instant je parle toujours de la voiture en elle-même, je parle pas spécifiquement de la miniature, on va venir dans quelques minutes, vous inquiétez pas. Quelques secondes même. Et donc voilà, là on a la version coupée, telle qu'elle était proposée, ça me fait mal de dire ça, mais en entrée de gamme si vous vouliez une Continental GT. Donc c'est vraiment une très belle pièce. Bon, je vais retourner un petit peu le plateau pour que vous puissiez l'admirer un petit peu sous tous les angles. Donc comme on peut le voir, c'est une voiture qui est très grande. On est vraiment sur une très grosse voiture qui correspond en fait tout simplement à la philosophie et à l'image qu'on se donne d'une Bentley. Quand on a une Bentley, on sait très bien qu'on va pas avoir un gabarit de Clio. La Continental GT, elle fait clairement une longueur de berline. Alors j'ai plus la taille en tête, je vais vous la mettre juste ici. Mais on est vraiment sur un gros gabarit. Par exemple, vous voyez, elle occupe quasiment toute la largeur de ce plateau. Et c'est assez rare en général qu'une voiture occupe toute la largeur.
Bref, voilà ce qui est dit en général sur cette voiture. Maintenant, je vais vous parler de la miniature en elle-même. Alors, comme d'habitude, je vais arrêter le plateau et on va la regarder un petit peu sous tous les angles. Alors, pour pas changer, enfin si pour changer un peu, je vais commencer par le profil. Alors, on est sur un profil qui paraît classique de prime abord, parce qu'il est vrai que la Continental GT, elle n'a pas de code stylistique vraiment très affirmé. Son but, c'est pas d'être la plus agressive possible, on n'est pas chez Audi. Là, le but, c'est vraiment de renvoyer une image très élégante, une image raffinée. Et ça, en fait, ça passe par plusieurs choses, et notamment, alors là, avec la boîte à lumière, on le voit assez bien, c'est qu'on a une aile arrière qui est somptueusement dessinée. Et en fait, si vous regardez bien le modèle, on se rend compte en fait qu'on retrouve un petit peu des codes et des lignes suggérées qu'on avait sur des Bentley d'antan, avec les grandes ailes carénées qui redescendent, et l'aile arrière qui remonte élégamment pour s'achever à l'arrière. Et ça, c'est hyper élégant, et ça donne un côté néo-rétro sans qu'on le perçoive stylistiquement parlant. En fait, c'est principalement les jeux de lumière qui vont donner en fait la ligne de la Continental GT. D'ailleurs, une ligne qui est relativement sobre. On voit bien que le vitrage est assez classique dans sa forme, avec toutefois un très beau dessin de la custode arrière. La vitre conducteur, elle est d'une seule partie. Les découpes de portes sont très élégantes, c'est vraiment très joli. Et la ligne de caisse, au final, on est quand même sur une ligne un petit peu fastback, un petit peu comme ce qu'on a sur une Ford Mustang par exemple. On distingue également qu'on a des places aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, c'est-à-dire que c'est une stricte 4 places, ce qui est déjà pas mal. Parce qu'en fait, voilà, on est clairement sur un positionnement GT, donc l'idée, c'est pas d'avoir la voiture la plus légère possible. Par le passé, il a existé la Continental GT Super Sport. Là, on était clairement dans une autre philosophie. Là, on est sur la Continental GT qui privilégie vraiment le confort, le luxe, le raffinement. Voilà. On passe maintenant au cul de la voiture. Alors effectivement, la voiture est lourde, donc le plateau est plus lent. Et en plus, je ne l'ai pas centré. Alors, au niveau de l'arrière, on est sur une présentation assez classique. D'ailleurs, je vais vous mettre à niveau. Ça va être plus sympa pour vous. Voilà, je vais vous montrer après. On est donc sur un arrière assez classique. Mais en fait, c'est là qu'on se voit que pour faire du classique dans les lignes, et ben en fait, c'est un travail qui est extrêmement compliqué. Parce que ce qu'on peut déjà remarquer, enfin moi ça m'a sauté aux yeux direct, c'est que les lignes de découpe des ouvrants sont vraiment super jolies. Le coffre, on voit qu'il est d'un seul tenant. Et qu'en fait, il se poursuit visuellement dans le prolongement de l'encart pour la plaque d'immatriculation. On voit bien que la ligne de caisse, elle se continue, elle se prolonge. Ça donne un petit bourrelet ici, et une malle qui est délicieusement relevée, un petit peu façon bec de canard, comme sur une 911. C'est vraiment très joli. On a également deux grandes sorties d'échappement qui sont ovales. Alors, il faut savoir que sur la Continental GT de seconde génération, donc celle qu'on a ici, il y avait deux moteurs qui étaient proposés. Le premier, c'était un V8 biturbo qui délivrait 550 chevaux, ce qui est déjà une puissance remarquable, mais on ne peut pas vraiment parler de sportif pur, puisque c'est quand même une voiture qui pèse plus de 2 tonnes. Donc, à côté de cette motorisation-là, on avait l'emblématique W12, et là, ce coup-ci, on est toujours sur un moteur biturbo, mais poussé à 635 chevaux. Alors, le gain de performance entre les deux, il n'est pas incroyable non plus. Mais en fait, on est un petit peu comme sur la même philosophie que les Ford Mustang à l'époque où il y avait le choix entre EcoBoost et V8. En fait, on a une petite motorisation qui est plus dynamique dans son tempérament et une plus grosse motorisation qui est plus noble, mais pas forcément plus dynamique puisqu'elle est aussi plus lourde. Là, on est dans le même état d'esprit. Et d'ailleurs, ce W12, il se reconnaît simplement parce que les sorties d'échappement sont ovales. Je crois que sur la V8, c'est 2 doubles sorties de chaque côté. Et d'ailleurs, pour être sûr de ne pas se tromper, il y a une anti-sèche, c'est que sur les petites écopes avant, il y a un 12 qui est marqué. Donc là, pas de doute, c'est bien un W12. L'arrière, il est donc relativement classique dans sa présentation, avec le logo Bentley qui est appliqué au centre et le lettrage Bentley juste en dessous. Ça présente bien, c'est raffiné. Moi, ça me plaît bien. En fait, j'aime bien la sobriété en automobile. Mais souvent, la sobriété, ça a tendance à être un manque de caractère chez pas mal de constructeurs. Sauf qu'une sobriété réussie, c'est une sobriété qui a du caractère. Et ça, c'est le plus difficile, tout comme le fait d'arrêter le plateau au bon moment. Au niveau de l'avant, on est donc sur une très belle voiture. Je vous l'avance un petit peu, quoique la mise au point va pas se faire. On est donc sur une réplique qui est soignée. Là, nos rêves, faut dire ce qu'il en est, ils nous ont fait de l'excellent travail. On est sur une présentation assez
classique également. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit bien que dans le prolongement du capot, il y a la calandre qui arrive directement. Et là encore, en fait, ça évoque un petit peu les modèles d'antan, avec un capot profilé qui aboutissait sur une calandre, avec les ailes qui sont excentrées. En fait, là, on est sur le même type de construction, mais qui est simplement suggéré. Ce coup-ci, c'est pas réel. Et donc, ça donne un avant qui est quand même assez élégant, un petit peu sportif, mais on n'est vraiment pas sur une voiture qui est bourrée de testostérone. Là, on est vraiment sur un compromis élégant-sportivité. Une vraie voiture de gentleman. Personnellement, j'aime beaucoup cette voiture. Bon, je crois que je devais déjà introduire la miniature, je l'ai toujours pas fait. On est donc sur une réplique à l'échelle 1/18 de nos rêves. Elle a été produite en différents coloris et par chance, juste des couleurs assez flashy. Alors moi, vous me connaissez, j'adore les voitures de couleur verte, donc cette couleur vert pomme, je me suis pas posé la question plus de 1 seconde avant de la choisir. C'est un modèle qui est sorti assez récemment, et nos rêves, en fait, ils nous ont reproduit la version classique de la Continental GT, qui à mon sens est très réussie, avec donc de belles configurations et un souci du détail qui est assez marqué. Alors, il faut savoir qu'on est dans la gamme haute des no rêves, c'est-à-dire que c'est les no rêves parmi les plus haut de gamme qui existent. On est sur une miniature qui est vendue neuve à partir de 130 €. Donc pour une no rêve, oui, je suis d'accord avec vous, c'est très cher, mais on va voir ensemble qu'il y a quand même des efforts qui ont été faits et qu'il est quand même important de les noter parce que sinon, effectivement, on l'achèterait juste pas. Déjà, le premier effort qui me plaît, c'est au niveau de la calandre qui est en photo découpe. Alors, j'ai tendance à employer le terme photo découpe pour dire une grille perforée. Là, c'est pas le cas. C'est une grille en plastique, mais qui est micro-perforée et qui permet en fait de voir tout simplement le radiateur derrière. Donc c'est sympa, mais par contre, les grilles de pare-choc, elles sont restées en plastique brut, à peine perforées. C'est un petit peu dommage. Surtout que quand on met la miniature comme ça, on voit bien qu'il y a un contraste entre cette belle grille de calandre et le reste. Donc pour atténuer l'effet, je vais tout simplement vous remonter un petit peu. Comme ça, vous voyez la calandre, mais vous voyez moins le pare-choc. Au niveau de la modélisation des jantes, on est plutôt bon, faut dire ce qu'il en est, c'est relativement correct. On a donc un traitement biton gris et noir. Alors idéalement, je pense que la partie, ça aurait dû être de l'aluminium, sûrement brossé. Là, c'est du plastique brut, c'est correct d'aspect. On a également des étriers de frein qui sont de couleur rouge, qui sont assez grands, mais on a des disques de frein qui sont franchement pas terribles. Là, c'est un vieux bout de plastique, enfin vieux, il est pas si vieux que ça, ce bout de plastique, mais c'est un disque plastique sans traitement particulier. C'est un petit peu dommage, on aurait vraiment pu s'attendre à mieux, et à mon sens, c'est un petit peu ça qui ternit le bilan général de la miniature. À côté de ça, on a quand même des découpes d'ouvrants qui sont très réussies. On a une peinture qui est superbement appliquée, j'ai pas vu de défaut majeur dessus. Elle prend bien les reflets, il n'y a pas de peau d'orange. Alors quand je parle de peau d'orange, je vais vous le montrer. Alors la boîte à lumière fait un éclairage qui est assez intensif, donc c'est pas mal pour le vérifier. Mais en gros, la peau d'orange, ça se perçoit en fait par une texture pas vraiment apparentée à celle d'une peau d'orange. En fait, ça prend assez mal les reflets, on voit qu'il y a du grain. Mais là, on voit que c'est plutôt net, on voit que la délimitation est assez propre entre la partie non éclairée et la partie éclairée par la boîte à lumière. Donc c'est plutôt une bonne surprise à ce niveau-là. La peinture est vraiment très jolie. Au niveau de l'arrière, nos rêves a été classique dans son traitement. C'est fidèle, c'est pas exceptionnel mais c'est fidèle. On a des optiques sans point de fixation apparent. Les sorties d'échappement, par contre, elles sont pleines. Ça, c'est un petit peu dommage. Le logo est bien appliqué, donc c'est une pièce rapportée. Et c'est tout simplement d'une pièce tampographiée. Et pour le logo Bentley, là, c'est tout simplement une appli qui a été faite dessus, qui est très jolie. Ça rend très bien, j'en suis content. La mise en peinture des éléments noirs, comme ici, le contour du pare-choc, là, par contre, c'est un petit peu moins bon. On voit qu'il y a une imprécision. C'est une imprécision d'un demi-millimètre, mais c'est un petit peu dommage pour une miniature qui se positionne quand même plus dans du haut de gamme. Donc globalement, voilà, faut dire ce qu'il en est, c'est une très belle réplique, nos rêves a fait du très bon travail, et en fait c'est une miniature qu'on va remarquer directement en vitrine, mais il n'y a pas de détails qui vont sauter aux yeux ou d'imperfections majeures. En fait, elle est assez homogène, hormis les disques de frein bien sûr. Maintenant, on va regarder un petit peu les sous-bassements, parce que généralement, c'est assez intéressant à regarder. Alors comme d'habitude, je l'ai prise à l'envers. Donc un dessous qui est assez classique.
le logo Norev qui est appliqué, Bentley Continental GT. On perçoit les silencieux arrière, on perçoit un petit peu la ligne d'échappement qui s'évade des deux côtés puisqu'on est sur un moteur W12. Donc c'est plutôt réussi. Les suspensions ont un débattement qui est très faible. On perçoit également qu'il y a des manques de peinture au niveau du dessous. Ouais, ça a été mal appliqué en vrai, hein, c'est un peu dommage. Donc trop rien à en dire de ce côté-là non plus. Maintenant on va passer à l'intérieur parce que la force des Norev c'est justement d'avoir plein d'ouvrants. Enfin, en théorie. Enfin, dans les Norev haut de gamme, on a tout le temps des ouvrants. Allez, on commence par le capot. Alors, déjà on a un capot qui tient assez mal, voire quasiment pas. On a des charnières qui sont assez épaisses, qui sont pas ultra réalistes. On a un capot qui tient décidément pas du tout, faut que j'arrête de le lâcher. Le moteur en lui-même, il est assez simpliste, donc c'est bien un W12. On a le logo 12 qui est appliqué là, on a les stickers de précaution qui sont appliqués là. Le moteur, oui, il est vraiment assez simple. L'ouvrant est pas très bien fixé, j'ai déjà vu beaucoup mieux. Les durites, en fait, elles sont moulées dans la pièce en plastique en elle-même. C'est correct, mais c'est loin d'être exceptionnel, hein. Franchement, je m'attendais un petit peu mieux quand même. Donc on n'a pas de vérin malheureusement, ça c'est un petit manque. On note aussi qu'on a des essuie-glaces qui sont relativement fins, ça c'est plutôt cool. Celui de droite ressort assez peu contrairement à celui de l'avant, c'est un petit peu dommage. Passons au coffre. Alors, le coffre il s'ouvre classiquement. Est-ce qu'on va découvrir un vérin? Est-ce qu'on va réussir à ouvrir le coffre? C'est plutôt ça la vraie question. Alors, vu qu'il a du mal à s'ouvrir, je vais bourriner un petit peu avec le tournevis. Non, c'est une blague quand même, vous me connaissez. Tac. Donc quand un ouvrant s'ouvre pas, on utilise un outil qui évite de faire de la casse ou de rayer la peinture. Voilà, là il est ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce coffre? Déjà, il a un habillage, qu'on repère tout de suite, qui est recouvert de feutrine. Enfin, non, là c'est du flocage, mais bon, c'est que sympa. Charnière assez grossière, mais c'est largement acceptable. Et en fait, on découvre qu'on a bien, là pour le coup, de la feutrine partout au sol. Donc ça, c'est plutôt agréable et c'est plutôt une bonne surprise. Enfin, de toute manière, pour 130 €, on peut quand même s'attendre à ça. Donc c'est pas mal. Bah, j'ai trop rien à en dire, hein. La présentation d'un coffre, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Ça aurait été sympa d'avoir la bagagerie assortie, mais bon, on va pas trop en demander non plus. Les ajustements sont assez bons, c'est plutôt cool. Et maintenant, on va passer aux portes. Alors, les portes s'ouvrent facilement, donc ça c'est une bonne nouvelle. Comme d'habitude, vous avez des photos sur la vidéo pour mieux voir. Donc on découvre un intérieur déjà qui présente bien. Franchement, déjà ça claque, c'est vraiment cool. Les contreportes, on va commencer par elles. Déjà, on a une pièce qui est uniformément noire en plastique, qui présente bien. Alors j'aurais adoré avoir un intérieur coloré, malheureusement Norev a fait le choix d'un intérieur noir, c'est un petit peu dommage à mon sens. On a une applique de bois qui a été effectuée, qui est simplement tampographiée. C'est pas trop mal, j'ai déjà vu pire, j'ai déjà vu largement mieux aussi. On a des éléments qui ont été mis en peinture gris. Alors les haut-parleurs sont vraiment sympas dans leur rendu. Les commandes et poignées sont bien appliquées également. On voit que là c'est des pièces rapportées qui ont été peintes. Cette partie-là, elle bouge vraiment excessivement, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, c'est vraiment histoire de trouver des défauts. Au niveau de l'intérieur en lui-même, on a des seuils de porte qui ont été imprimés, les sièges sont très beaux, franchement c'est une pure réussite. Ils sont texturés, on perçoit les commandes de réglage électrique. La direction est fonctionnelle, le volant tourne, volant qui d'ailleurs est très réussi également. On voit pas en fait de point de moulage, donc ça c'est une bonne nouvelle. Le pommeau est très sympa également, la console centrale également, les fonds de compteur sont imprimés. On a une applique façon piano laqué noir sur la console centrale, c'est très élégant. On retrouve également la feutrine au sol bien sûr. Les ceintures de sécurité sont moulées à l'arrière, mais ça c'est pas dérangeant. Non, franchement, faut dire ce qu'il en est, c'est un très bel intérieur. Il lui manque vraiment qu'un petit peu de couleur en fait pour égayer tout ça. Le ciel de toit est également habillé entièrement, avec également des mises en couleur, donc ça c'est très sympa. Les places arrière, on les distingue à peine,
c'est dommage. Mais on a l'air d'avoir le même traitement qu'à l'avant, donc ça c'est également une très bonne nouvelle. Dans l'encolure des portes, on perçoit également des stickers qui ont été appliqués. Alors je pense que c'est pour la pression des pneus et le code couleur. Donc non, franchement, c'est une très belle pièce. Nos rêves, ils sont capables du meilleur comme du pire. Là, on est quand même parmi ce qui se fait de mieux à cette échelle. Il y a quand même quelques petits regrets que j'ai. Voilà, bon, il faut faire des compromis. Pour 130 €, je trouve que c'est une miniature qui vaut quand même son prix. Mais, on va être franc, je mettrai quand même pas plus cher dedans. Allez, comme d'habitude, on va la regarder un petit peu avant de clôturer cette vidéo. Donc, je vous dirais que dans l'ensemble, c'est une réussite. Voilà, il faut dire ce qu'il en est, cette miniature-là est une pure réussite. Nos rêves a fait du bon travail, c'est vraiment cool qu'ils aient obtenu la licence de Bentley, justement. La modélisation, elle est satisfaisante dans l'ensemble, il y a quand même un travail qui a été fait, il y a des efforts qui ont été faits. Il y a quand même des petites améliorations qui auraient été pas mal, notamment ces grilles qui sont pas percées et qui ont un traitement qui est un peu bâclé, voilà, je vais y arriver. Les sorties d'échappement auraient mérité un petit peu mieux aussi, et alors les disques de frein, là par contre, ça va pas du tout. Quand on a une voiture déjà qui a d'aussi gros disques de frein de base, on peut pas négliger une partie comme ça. Là, ça enlève vraiment beaucoup de réalisme. Je verrai un petit peu plus tard s'il y a moyen de les remplacer par des disques vraiment en aluminium, ce qui serait quand même beaucoup plus sympa en termes de rendu. Bon, il est temps de clôturer cette vidéo, parce que c'est quand même un petit bout de temps que je vous parle. Si la miniature vous a plu, vous pouvez la commander, notamment sur le site de Nos Rêves, la référence c'est 182 784. Si vous n'aimez pas spécialement le vert, je vous pardonne, voilà, je vous pardonne. Et vous pouvez également choisir d'autres coloris. Je crois qu'il y a du rouge qui tend un peu vers le bordeaux, il y a un jaune, il y a un orangé, il y a un bleu foncé. À chaque fois, on a un intérieur noir, bon, pourquoi pas. Le prix de vente maximum conseillé, c'est 130 € ou 129,90 €. Il est malheureusement assez difficile de trouver de grosses remises. On la trouve parfois à 120 €, voire 110 € avec un peu de chance. Je vous mets un lien dans la description où vous pourrez l'acheter. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille. J'attends votre retour sur cette vidéo. Et bye bye. Allez, outro.